parece que las presentaciones deben decirse lo mismo, ¿no? Qué ilusión me hace, es un honor tener aquí, pero de verdad que hoy tener a José Bosetto aquí delante para mí es algo fascinante porque yo empecé a tener contacto con él, lo leía desde años anteriores, desde el año 2000, en que cruzamos mails, intercambiamos artículos, intercambiamos publicaciones, y en esos 14 años siempre ha sido una presencia virtual para mí. Yo siempre era una persona en contacto a través del email, pero nunca, y tenerlo aquí realmente para mí es una felicidad enorme, porque supongo que todo el mundo lo conoce, no voy a hacer una gran presentación de él, porque evidentemente hablar de José Bosetto para un grupo de expertos y investigadores sobre lo fantástico es casi necesario, pero yo creo que es uno de los grandes maestros de la teoría de lo fantástico, de los estudios de fantástico, no solo en Europa, sino en el ámbito internacional. Ayer Dale Walker también confesaba que llevaba años y años leyendo los trabajos de José Bosetto. Con lo cual, simplemente recordar algunas cosas. Él es profesor emérito de la Universidad de Provence en Marsella, y entre los infinitos ensayos y trabajos que José ha publicado, yo creo que destacar algunos de los que a mí me fueron libros fundamentales para desarrollar mis propios trabajos, que es Territoire de Fantastique, Le Fantastique Iconique, Le Fantastique dans tous ses états, Le Frontières de Fantastique, Pasajes de Fantastique, es decir, termino y voy por el año 2005, sería inabarcable toda la obra de José, porque, insisto, para mí es uno de los grandes maestros y una de las grandes voces que a mí me ha ayudado a desarrollar mi propia idea de lo fantástico, con lo cual, insisto, para mí es de verdad un enorme placer inaugurar este congreso sobre las 1000 caras del monstruo con José Bosetto. Bienvenido, José. Je tiens avant tout à remercier l'énorme et la belle université autonome. Non, faut que je parle plus fort. Qui m'a fait l'honneur de m'inviter par l'intermédiaire de David Roas, qui est là. Et je tiens aussi à remercier le directeur qui a parlé avant des études hispaniques. Mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps dans les salutations d'usage. Je remercie tout le monde, et en particulier David Roas et Anna. Voilà. Donc, je vais vous présenter une sorte d'ouverture, puisque c'est une session initiale. Et je ne m'intéresserai pas tellement aujourd'hui à la catégorie des monstres naturels tels que les moutons à 5 pattes, le veau à 2 têtes ou les personnages de Freaks. Ces personnages relèvent d'une malformation ou d'une maladie. Est-ce qu'on entend? Non? Est-ce qu'on entend? Je ne sais pas comment faire. D'accord. Ils sont... Ah, ben, ça va, ils sont semblables à ceux décrits par Ambroise Paré au XVIe siècle dans Les monstres et prodiges. Ils relevaient de la tératologie que définit Geoffroy de Saint-Hilaire dès 1832. Cependant, l'existence des monstres naturels ne doit pas nous permettre de repérer une première trace pour définir le territoire du monstre. Et on sait qu'il se situe à l'écart des normes. Mais si l'on en croit, pas eux. Mais le problème demeure, car où sont les normes? D'où viennent-elles? Sont-elles formulées? D'autant qu'il se trouve des normes à caractère médical, social ou juridique, et qu'elles se développent chacune librement dans son domaine, quitte à se heurter à d'autres. Les us, les coutumes, les régularités sont reconnues comme acceptables ou non, selon l'époque, la civilisation. Notons quand même que le monstre est souvent accusé de nombreux méfaits, mais sans tenir compte du fait qu'il peut être aussi une victime. Je vais prendre 2 exemples en littérature. Dans la littérature gothique, la créature de Victor Frankenstein est un être aussi fragile qu'un nouveau-né. Il aurait voulu être la dame de Frankenstein et il se trouve promu à l'état de monstre par le regard de ceux qu'il croise. Et il n'en devient un véritablement qu'après que son créateur, Victor Frankenstein, a refusé de l'humaniser, c'est-à-dire en refusant de lui donner un nom et en lui refusant toute descendance. À ce moment-là, il demeure un monstre. Il est monstrueux. L'autre exemple est plus moderne. C'est l'histoire que conte Borges dans l'Aleph. Il s'agit
de l'histoire de celui qu'il nomme Astérion. Il s'agit, on finit par le reconnaître, il s'agit du Minotaure. Mais nous avons le point de vue du Minotaure présenté comme naïf et pathétique, et non plus le point de vue de Thésée ou d'Ariane qui viennent pour le tuer sans qu'il sache apparemment pourquoi. En effet, il prétend soulager les 9 individus qu'on lui livrait chaque année, c'est-à-dire les victimes, et il entend aussi, il attend de son invité qu'il se fasse connaître avec un visage, comme il le dit, un taureau à tête d'homme. Dans les deux cas, nous avons les frontières entre l'innocence et la monstruosité qui se frôlent sans se confondre. Ce type de questionnement sur les frontières n'est pas le seul qu'on rencontre. Le monde des monstres est vaste et nous nous intéresserons à un domaine violent et confus. Il se trouve à la fois le monstre et le sublime. Nous tenterons aussi de faire le tour du domaine en présentant des objets monstres, des colonnes monstres, des rencontres monstrueuses dans la littérature. Et nous terminerons sur la difficulté de représenter le monstre et la monstruosité dans le monde réel, d'où l'on pensait l'avoir chassé. Indépendamment de leurs origines, divines ou non, les normes varient, à la fois dans leur diversité et dans le cadre de leur évolution selon les cultures. Diversité car elles sont différentes selon les civilisations, sur des points parfois mineurs, comme la couleur du deuil par exemple. Parfois plus importante, la punition des voleurs, prison ici, amputation là-bas. Elles évoluent comme on peut le voir dans l'histoire, par exemple la notion de preuve et l'usage de la torture, légitimée ou non par des lois encore récemment. On y voit encore comme les opinions évoluent. Ce qui était toléré par les poètes au XIXe siècle comme l'usage de la drogue est devenu de nos jours un commerce mondial, à peine prohibé et en voie de légalisation. L'attention portée depuis peu dans les sociétés occidentales à la violence conjugale et à l'inceste familial fait ressortir de l'ombre des actes qui deviennent monstrueux, mais dont on niait l'importance il y a encore peu de temps. On peut presque soutenir d'ailleurs que, c'est peut-être un paradoxe, que les évolutions ou les créations de normes créent aussi de nouveaux monstres. Quoi qu'il en soit, nous avons affaire à un domaine vaste et violent. Le monstre est justement combattu à cause de la violence qu'il déploie ou qu'on imagine. Mais le monstre habituel n'est pas simplement contre les normes, ce n'est pas un rebelle. Il est pour tous et parfois pour lui-même un simple désordre, un chaos, qu'il faut parfois faire relever de la folie. Comme un enfant coléreux, si on ne lui donne pas la place à laquelle il aspire, il va transgresser les règles pour se faire une place dans les liens qui relient les parents ou les hommes en société. C'est par les traces de ces luttes qu'il pourra peut-être nous aider à découvrir les impensés de chaque époque. Le monstre est donc une figure datée. Il est la marque d'une époque où il incarne divers aspects de la violence. À la fois la violence qui est manifeste, que tout le monde connaît, celle que la société fait mine de cacher, et celle qui est si habituelle qu'on ne la distingue plus, tant bien temps elle semble naturelle. Pour Ambroise Paré, la notion première est celle de nature, mais il ne définit pas tant elle va de soi pour lui. À quoi s'ajoutent les phénomènes qu'il décrit ainsi? Monstres sont choses qui apparaissent contre le cours de la nature et sont souvent signes de quelque malheur à venir. Mais ni le surnaturel de ces signes prophétiques, ni l'écart par rapport à la norme ne suffisent à qualifier objectivement un monstre. L'exemple des dieux antiques le montre. Comment juger un fils de Dieu par rapport aux normes humaines? Le cyclope Polyphème est-il un monstre ou une merveille? Au regard des hommes, il est une merveille de force brute, mais socialement, il est considéré comme un monstre, d'autant qu'à l'époque lointaine où il sévit, les lois de l'hospitalité étaient primordiales et elles étaient respectées même par les dieux. L'acte de cannibalisme
de Polyphème et d'homme monstrueux. Mais Polyphème est-il pour autant un monstre? On retrouvera plus tard cette question du monstrueux et du monstre. Pour Ambroise Paré, donc, les monstres, la norme est d'ordre divin. Il le précise dans son premier chapitre, où il attribue 3 des 10 causes de monstres à la surnature. Et les dieux eux-mêmes, les dieux grecs, aiment tout ce qui est du côté de la beauté et refusent tout ce qui est du monstre. Ce n'est pas pour rien que Jupiter enlève Ganymède, séduit Danaé, Io, etc., qui sont des représentants de la beauté. On retrouve d'ailleurs dans la Bible ce refus de l'infirmité comme laideur. C'est-à-dire, Yahvé, le Dieu des Juifs, interdit à ceux de ses serviteurs qui pourraient avoir une infirmité, c'est-à-dire qui n'auraient pas un corps conforme à la nature, d'apporter de la nourriture et de l'offrir. Mais ils avaient le droit d'en manger. Il existe donc pour Paré des causes naturelles et des surnaturelles, comme il existe des monstres et des merveilles. On pourrait résumer l'opposition ainsi. La merveille comme le monstre sont le signe d'une transgression des normes. Celle-ci peut renvoyer à la monstruosité ou au sublime. Selon Burke, dans les recherches de l'origine des idées sur le sublime, dans tout ce qui est en quelque sorte terrible, je cite, tout ce qui traite d'objets terribles, dans tout ce qui agit de manière analogue à la terreur, tout ceci est une source de sublime. Oui, d'accord. Mais toute terreur devant la transgression ne relève pas forcément du sublime non plus. Certaines images s'en rapprochent, comme vous le montre la sidération fantastique du serviteur devant la survenue du casque géant qui tombe du ciel et qui démolit un pan de laine du château dans le château d'Otrante. Toutes les erreurs devant la transgression n'entraînent pas non plus obligatoirement une source de monstruosité. De plus, tous les écarts ne produisent pas des monstres, comme l'observe Kant, qui dit avoir remarqué l'espèce d'une monstruosité qui était propre au génie, et que reprendra le romantisme. Il y écrit « Au génie se mêlent certains ingrins de folie ». On remarquera donc que plus l'écart par rapport à la norme est important, plus le monstrueux apparaît terrifiant, et moralement ou intellectuellement, ou même viscéralement insupportable. La diversité des monstres imaginaires fait que la distinction que pose Ambroise Paré entre la surnature et la nature laisse de côté un aspect important, mais qui ne pouvait que lui échapper, c'est-à-dire le développement de la science et sa capacité à créer des monstres. Certes, ce n'est pas la science du XIXe siècle qui a inventé le vampire, le zombie ou les loups-garous, mais elle a créé une nouvelle figure du monstre. En référence aux découvertes d'alors de Darwin, Maupassant donne corps à la perception fantastique de ce qu'il appelle, de ce qu'un personnage appelle le successeur de l'homme, avec le monstre invisible qui était présent dans le Horla et qui est venu d'ailleurs. Ce même XIXe siècle met en scène une monstruosité originale, celle du savant fou. Avec la créature sans nom du savant Victor Frankenstein, nous avions affaire à un monstre chimérique d'origine humaine. Il se révoltait contre son créateur, posant le problème du sens de sa création. Le développement des sciences ainsi que les doctrines de l'évolutionnisme permettent à la littérature de créer d'autres monstres sans plus poser la question du sens. C'est le cas du docteur Moreau, Wells, qui, dans son île, conçue comme station biologique, tente de transformer en être humain les animaux qu'il importe. Il utilise pour cela la chirurgie, l'hypnose et le lavage de cerveau avec le rappel de la loi. C'est aussi le cas de Robert Stevenson, qui fait inventer par le docteur Jekyll la potion qui permet à la face obscure et refoulée de s'incarner dans le monstrueux Mr. Hyde. Le XXe siècle verra de même des mains griffées ne plus obéir à leur propre désir de tuer avec les mains d'Orlac.
Ces images de monstres diffèrent des espèces antérieures, folkloriques ou littéraires. Ces monstres imaginaires sont devenus plausibles. Ce qui était relégué dans l'imaginaire se relève très proche. On peut d'ailleurs se demander si on invente vraiment de nouveaux monstres ou si ce sont les mêmes sous d'autres masques. En effet, si l'on remonte, disons, au Moyen-Âge, on trouve à la fois des récits à faire peur, des contes à rire et en plus des contes merveilleux. Les monstres qui sont apparus au XVIIIe et au XIXe peuvent être vus comme des recyclages des figures anciennes. On est passé de l'ogre au vampire. Certes, les références sont différentes, mais il est évident que les monstres fantastiques prennent la suite ou se conjuguent avec la mode des contes féeriques. En plein XVIIIe, un exemple de contamination entre le merveilleux et le fantastique, c'est le texte bien connu du Diable amoureux. Un exemple de recyclage moderne aussi dans les objets qui ont une âme. On passe à son roman Christine par Stephen King. On pense aussi à la nouvelle Duel de Matheson qui était portée au cinéma par Spielberg. Plus proche de nous, la science-fiction nous confronte à un autre type de monstres, ce sont les mutants. Mais nous sommes conscients que c'est non seulement possible, les mutants, mais on ignore s'il n'y en a pas déjà parmi nous. Non. Bon, tant pis. Ils sont présentés parfois comme le produit naturel d'une évolution au sein de l'espèce humaine, les slams de Van Vogt ou les enfants de Darwin de Greg Bear. Ce ne sont pas des monstres, ce sont les enfants naturels de notre évolution. Mais les humains que nous sommes accepteront-ils facilement cette évidence qui est vécue pour eux comme pour nous, comme l'extinction de la race de l'Homo sapiens à laquelle nous appartenons? Est-ce qu'ils vont tenter de chasser des intrus fantasmés comme des monstres ou s'en accommoder selon le schéma qui a vu l'Homo sapiens et le néandertalien cohabiter? D'autres mutants seraient les descendants des irradiés qui ont survécu à une guerre atomique ou sont simplement mutants par l'augmentation de la radioactivité des déchets ou bien d'un accident nucléaire. Ces accidents ou ces guerres entraînent des mutations nombreuses, comme on le voit dans Le Grand Feu de Bruce ou bien dans Les Transformés de John McMahon. Parmi les autres monstres modernes, les robots et les androïdes qui prennent conscience de leur statut de non-humain et se révoltent, comme chez Philippe K. Dick, les androïdes revêtus de moutons électriques, que le cinéma a intitulé Blade Runner. Ou bien on pense aussi à la récente série télévisée Real Humans. Autre situation monstrueuse qui dérive de la possibilité pour chacun de créer sa propre réduplication comme une sauvegarde sur un ordinateur. Dans un univers où chacun peut faire établir une copie de soi-même, une sorte de génome en 3D, eh bien, chacun peut recréer l'individu qu'il est à un moment de sa vie. Au lieu qu'on prenne des photos, on prendrait des copies de soi. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où les copies vont-elles demander le droit à une existence autonome? C'est la problématique du livre de Greg Egan, La cité des permutants. On pourrait aussi ranger les extraterrestres, les E.T., n'est-ce pas, imaginés par la science-fiction dans la catégorie des monstres. Mais ce serait injuste et hors de propos, car ils ne se réfèrent pas aux normes humaines. Même si certains extraterrestres apparaissent sur leur terre comme les homologues des humains. Mais il est difficile de les traiter de monstres, de traiter les martiens de Wells dans La Guerre des mondes de monstrueux, car ils sont horribles à voir peut-être, mais leur comportement, comme Wells le souligne, est totalement identique à ceux des colonisateurs anglais face aux populations indigènes. Le monstre dans l'imaginaire et dans sa littérature implique, comme le fanatisme dans la vie courante, une transgression des limites de la raison et du langage. De bons exemples de ces limites du langage se rencontrent dans les textes de Poe, de Lovecraft
Et ils élargissent ainsi l'imaginaire du monstrueux. Nous pensons aussi à Borges, ou Borges, je ne sais pas comment on dit. Comment Borges. Lui-même, il ne savait pas comment le prononcer. Et qui nous confronte à des objets monstres. Dans le livre de sable, Borges donc, nous présente en effet des objets qui sont un défi pour la raison. Il laisse ainsi planer une terreur intellectuelle aussi forte que les terreurs viscérales de Lovecraft, ou bien un émerveillement. Par exemple, il nous parle d'un disque qui s'appelle le disque d'Odin, Odin, le dieu nordique, qui serait un disque à une seule face, et qui disparaît à la vue dès qu'on le touche, dès qu'on ne le sent plus. Et pourtant, il procurait une sensation de chaleur. Il était bien là, mais on ne le voit plus, parce qu'il est tombé dans l'herbe. C'est aussi le cas du livre de sable, la nouvelle qui fait partie du livre L'œuvre de sable, et qui est comme un objet fou. La même page ne se retrouve jamais, toujours remplacée au hasard par une autre, sempiternellement. C'est un livre infini, un peu à l'image, reprise de ce qu'il fait pendant, toujours de Borges, à la bibliothèque de Babel, dont le nombre de volumes est incalculable et infini aussi. À ces objets qui sont de pure création borgesienne, on peut ajouter chez d'autres auteurs comme Jean Ray des remarques sur les objets les plus simples, les plus familiers, qui sont soudain habités de pensées mauvaises. Ainsi que le relève le personnage décrit par Jean Ray, autour de moi, les objets étaient hagards, fous, impossibles. Les choses autour de moi hurlaient leurs abominables peurs. L'objet monstre donc prend parfois les dimensions ou les formes impensables et par là même terrifiantes et engendre une sorte de peur métaphysique. C'est le cas des architectures démentes décrites par le narrateur des montagnes hallucinées de Lovecraft. On nous présente, je cite, une cité cyclopéenne, d'une architecture inconnue de l'homme et de l'imagination humaine, monstrueuse perversion des lois géométriques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. De même, dans La cité sans nom, toujours de Lovecraft, l'esprit du narrateur se trouve frappé de stupeur devant l'irrationalité agressive du spectacle architectural alien qui s'offre à lui. Il explore le site où il pénètre par une sorte de fissure et il aboutit dans un lieu de culte étrange. Après une interminable descente dans une sorte de couloir escalier, le héros est conduit à une salle funèbre où se trouvent des monstres d'anciens habitants. Il s'agit d'une abominable et inconcevable rencontre avec des momies aux formes indescriptibles, provenant d'une race antérieure à l'homme. Je cite, des corps momifiés, de créatures dépassant en grotesque les rêves les plus désordonnés de l'homme, et dont la tête a une forme qui violait tous les principes biologiques connus. Ces textes tendent à créer un sentiment de doute sur la réalité, sur la folie, sur le langage et ses apories. Et un frisson dans l'esprit du lecteur. Celui-ci fasciné par les hypothèses et des notions présentées comme évidentes, bien qu'elles soient hors de sens commun. Ce ne sont certes que des mots de la science ou des occultismes, quand il ne s'agit pas simplement d'inventions fantasmatiques comme le secret du Vatican ou bien le Necronomicon de Lovecraft. Gilbert Lascaux, un universitaire aussi, dans sa belle thèse, a recensé et analysé les monstres dans l'art occidental. Il décrit les objets monstrueux et les a interprétés. Il s'est peu intéressé à ce que j'ai appelé des situations de rencontre, propres à créer ce que j'appellerais des moments monstres. Ces rencontres mettent en scène des personnages singuliers, des situations inconcevables. Prenons le cas de Mr. Valdemar, après d'Edgar Poe dans The Fact of the Case of Mr. Valdemar. Donc, Mr. Valdemar, après sa mort, Monsieur Valdemar a été hypnotisé au moment de mourir. Et 3 mois après, il revient.
à lui, quelques mois plus tard, et il tente de se faire réveiller. Et il apostrophe ainsi, en ces termes, le narrateur. For God's sake, quick, quick, put me to sleep. Oh, quick, quick, waken me. Quick, I say to you that I am dead. Avant de répondre, de se répandre comme un nearly liquid mass of detestable putrescences. On retrouve ici un thème qui sera repris par Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray. La situation d'un personnage devant ce qu'il est devenu après. Pour Dorian, il s'agit de la rencontre insupportable avec son portrait. Le roman d'Oscar Wilde met au jour le monstre qui est devenu Dorian. Il n'est plus qu'une image d'un être possédé par ce qu'on appellera la bête qui est en lui. Est-ce une référence volontaire au darwinisme des caricaturistes? Vous vous rappelez qu'on demandait à Darwin s'il descendait de l'homme, s'il descendait du singe par son père ou par sa mère. La violence des passions contenues dans les soi-disant civilisés que nous sommes serait alors un reliquat des hommes et des femmes du passé lointain qui laissaient s'exprimer leur passion avec une violence animale. Le cas de Mr. Hyde serait alors à lire comme la dimension animale et passionnelle refoulée par Mr. Jekyll. Ce qui inscrirait alors l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde comme une métaphore de la société victorienne. Remarquons que Hyde ne se transforme pas en loup-garou ou en vampire comme les monstres d'antan. Il se contente d'habiter son corps, ce corps qu'il partage avec le bon docteur qu'il a créé, comme le narrateur du Horla qui se sent envahi, ou le docteur Frankenstein qui a donné la vie à la créature. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est pour ça que Mr. Hyde est laid? Le monstre doit-il être laid parce qu'il porte la bête en lui? Ce qui est indiscutable, c'est que les monstres fascinent, aussi bien par leur beauté, comme celle de Dorian, que leur laideur, comme la créature de Frankenstein. Dorian préfigure aussi, par le double aspect qui est le sien, Hannibal Lecter, le sociopathe du silence des agneaux. Tous deux connaissent et abusent de leur talent pour utiliser à leur profit les codes sociaux et juridiques d'une époque, et pour Lecter, sa capacité à se couler dans le moule des gens de l'upper class. Le monstre est ici le transgresseur ultime, le cannibale, comme Polyphème, mais avec plus de raffinement que Polyphème. Souvenez-vous du repas de cervelle vivante qu'il offre à partager avec son invité. Plus tôt dans l'histoire, Donatien de Sade nous avait présenté à ses invités un autre exemple des extrémités auxquelles peut se vouer le monstre. On y voit Saint-Fond, qui est un des personnages, qui sodomise son père en présence de la sœur et qu'il a empoisonné. Voici ce qu'il dit. Quelle jouissance s'envoie en moi. J'étais couvert d'imprécations, de malédictions, je parricidais, j'incestais, je prostituais, je sodomisais. Cette image frôle le comique involontaire dans sa volonté sublime de tout posséder dans l'absolu d'un instant sacrilège et monstrueux. Peut-on rendre parfois le monstre? Les représentations des monstres sont censées faire appel à l'imagination, qui, comme Kant le rappelait, peut être délirante, exubérante par excès de sagesse et de richesse. À ceci près que les monstres inventés par les mythologies modernes ou les folklores sont très peu complexes. Elles se résument à une combinatoire d'éléments simples, comme le soutien des cartes à propos de la chimère. Il s'agit tout simplement d'associer des éléments disparates et de greffer les unes sur les autres ces multiples formes hétérogènes. Ces éléments sont connus et souvent reconnaissables, et depuis la plus haute antiquité. On en voit un exemple avec Typhon, le plus gigantesque des titans, décrit par Hésiode dans la suite de la Théogonie. De ses épaules sortent 100 têtes de serpents, d'effroyables dragons dardant des langues noirâtres. Des voix s'élèvent de toutes ces têtes horribles.
Tantôt, ce sont des sons que seuls les dieux comprennent, tantôt la voix d'un taureau rugissant, tantôt un sifflement que prolonge l'écho des montagnes. Ou bien dans la Bhagavad Gita, lorsque Krishna se révèle à Arjuna sous une forme que seul mortel n'avait jamais contemplée, avec des bouches, des yeux, des bras, des torses multiples, de longs bras, cuisses et pieds innombrables, ample poitrine, quantité de dents effroyables. On pourrait comparer cette description avec celle du fils de Yog-Sothoth dans l'abomination de Dunwich de Lovecraft. Au-dessus de la taille, il était anthropomorphe. Sa poitrine recouverte d'un cuir réticulé comme celui d'un crocodile. Le dos bigarré et jaune évoquait vaguement une peau squameuse. Au-dessous de la ceinture, c'était bien pire encore, car toute ressemblance humaine cessait et commençait la totale fantasmagorie. De l'abdomen pendaient mollement 20 tentacules gris et verdâtres, munis de ventouses rouges. J'arrête là. De ce point de vue, on remarquera que la créature de Frankenstein, elle aussi, était faite de pièces rapportées, cadavres humains et animaux. Elle est aussi une chimère. Les chimères sont donc des monstres et elles sont représentées dans le cadre de descriptions réalistes ou poétiques. Mais les chimères ne sont pas les seules figures possibles pour rendre présent le monstre de façon réaliste, en multipliant les références et les analogies. En effet, la littérature propose d'autres moyens pour rendre le monstre à la fois présent et insaisissable. Elle le fait surgir sous la forme d'une immense force sans visage, dont on entend seulement les pas, comme dans les nouvelles de Genré, où l'épouvante s'exprime par un son et se donne à entendre, je cite, le rythme d'un pas, mais d'un pas d'une monstruosité sans pareille, la marche d'un être inouï, dont le front devait frôler les étoiles. La lande entière cria sa peur affreuse. On y distingue, à moins qu'on se l'imagine, la semelle monstrueuse s'abaissait, se levait, s'abaissait près de nous. Le vent de ses mouvements géants battait la cahute. Le monstre est donc ici présent et indescriptible, non plus par la multiplicité réaliste des détails, où l'esprit se perd, mais par l'impossibilité d'en parler avec les mots humains. D'ailleurs, certains auteurs, et surtout Lovecraft, mettent en doute même la capacité du langage pour en parler. Ils tentent de donner à percevoir ou à imaginer par le biais des figures de rhétorique répétées comme les prétéritions ou les oxymores. Le texte présente ainsi tout. Nul ne saurait décrire le monstre, aucun langage ne saurait peindre cette vision de folie, ce chaos de cris inarticulés, cette hideuse contradiction de toutes les lois de la matière et de l'ordre cosmique. Et dans d'autres textes, on trouve des formulations du type « Je ne peux vous donner l'ombre d'une idée de quoi ça ressemblait cette chose » ou bien « Je ne peux raconter, cela dépasse absolument la pensée ». On remarquera que la prétérition ici fonctionne comme l'exemple bien connu du couteau de Lichtenberg, que vous connaissez, mais je rappelle. Comment donner à voir un objet par la phrase suivante. Essayez d'imaginer un couteau sans lame auquel manque le manche. Rien. Et pourtant, il reste quelque chose. Il reste l'image que vous avez construite dans votre tête en voyant le manche et la lame. Donc, ça fonctionne comme ça, le fantastique, parfois. Cette chose se vide de l'image, qui est une sorte de persistance du sens attendu. Eh bien, cette chose, Lovecraft va nous la rendre par d'autres moyens qui sont des choses impensables. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une géométrie erronée, des angles différents, des objets impossibles, des principes impossibles selon les principes géométriques connus. Ça nous renvoie vers des images que chacun construit avec ses propres fantasmes. Et comme le dit Clément Rosset, la chose signifie par son absence même. Borges, encore lui, est moins radical. La chose
Borges, moins radical. Ce que virent mes yeux fut simultané, ce que je retranscrirai successif, car c'est ainsi qu'est le langage. J'en arrive maintenant au point essentiel, ineffable de mon récit. Ici commence mon désespoir d'écrivain. Ce que virent mes yeux fut simultané, ce que je retranscrirai successif, car c'est ainsi qu'est le langage. J'en dirai cependant quelque chose. Mais les monstres, tous les monstres issus de l'imaginaire n'ont pas d'autre existence que des jeux d'écriture ou des mises en scène fantastiques. Il n'empêche qu'il existe de vrais monstres. Vous avez remarqué que jusqu'ici, je ne parlais que de textes ou de personnages littéraires et que je prenais peu d'exemples dans la réalité. Ça ne veut pas dire que notre société occidentale ne vit pas avec des monstres. Mais il est difficile de les définir quand les normes, les règles, les coutumes sont si différentes ailleurs qu'ici et que certaines paraissent anachroniques, d'autres sacrilèges. Le tout créé dans un espace mondialisé. Il existe donc, selon les religions, les partis politiques et les divers racismes, une infinité possible de qualifier l'autre comme monstre. Si bien qu'on s'attend toujours au pire, et parfois sous le masque le plus grotesque, comme dans l'univers de Kafka, souvent présenté comme une sorte de figure emblématique d'un monde sans repère fixe. Nous avons rencontré au long de l'histoire des régimes ou des hommes politiques que nous considérions comme monstrueux. Les chrétiens ont fait de Néron un monstre, pourquoi pas. Les Chinois ont fait de Mao un dieu, pourquoi pas. Le procès de Nuremberg a tenté de définir pour nous une frontière de l'humain et du monstre, donc, que l'on a cru éternelle. Une frontière que les monstres auraient franchie. Le tribunal a pu donc juger les accusés comme s'ils étaient des monstres. Mais comme il dit, pour se défendre. Ils ont tous admis avoir banalement suivi et obéi aux ordres. Le même problème a été soulevé lors du procès d'Eichmann et sa réponse à la question « Pourquoi avez-vous fait ce que vous avez fait et qu'on vous accuse et qui est monstrueux ?» Il répond « Parce que j'ai obéi aux ordres. » C'est le monstre, c'est le masque sous lequel se présente innocemment le monde. Je lis dans le journal, et ça c'est pas décrit, dans le journal de la semaine dernière qu'un policier états-unien blanc a tiré un bout portant sur un enfant mort de 12 ans qui avait un pistolet en plastique. Sa réponse à l'accusation, c'est « Je n'ai fait que mon travail, celui pour lequel je suis payé. J'ai obéi aux ordres, j'ai tiré car je me sentais menacé. » Il a été acquitté. Ce qu'il a fait nous semble monstrueux. Est-il pour autant un monstre? Où en vient-on à douter de la pertinence de la catégorie même de monstre, quand ce meurtre monstrueux paraît banal? D'où vient cette référence à la banalité concernant le monstrueux? Il existe dans la réalité de manière tangible, dans son horreur tranquille, qui nous fait nous heurter à la présence impensable du monstre. On revoit l'image d'un petit bonhomme qu'on imagine somnolent derrière un guichet. Or, on a sous les yeux l'assassin d'1 million de morts. Regardons le fonctionnaire nazi Eichmann comme un prototype. Petit fonctionnaire chargé d'optimiser les itinéraires des trains vers les camps de concentration, il obtient des taux exceptionnels de débit. Il sait où vont les trains, mais cela semble ne le concerner qu'au plan statistique. Il travaille avec application à réussir au mieux cet abattage génocidaire. Ce qu'il a fait est monstrueux. Est-ce qu'il est un monstre? C'est pas moi qui pose la question, c'est Hannah Arendt. Elle a dû inventer le concept de banalité du mal pour situer ce personnage et le type de figure qu'il représente. Il me semble qu'on peut utiliser cette notion de banalité du monstre et du monstrueux pour aborder la nature du monstrueux à notre époque. Les sociétés occidentales anciennes, qui ont été les premières sociétés consuméristes, ont pris leur essor au XVIIIe siècle. Elles reposaient sur l'exploitation des ouvriers, des esclaves, du charbon, du pétrole et puis de l'atome, et se trouvent aujourd'hui en crise.
Elles s'étaient inventées pour parler de leur peur, des figures imaginaires du vampire, de la créature chimérique, de la bête dans l'homme, etc. Ces images me paraissent aujourd'hui obsolètes et presque grotesques. Regardez d'ailleurs les figures du vampire dans les littératures de jeunesse, et même des petits... J'ai vu là-haut qu'il y avait l'histoire du petit vampire. Le monstre moderne a lui aussi inventé des figures pour donner un visage au monstre. Le prototype était le fonctionnaire derrière son bureau ou devant un tableau noir recouvert de documents chiffrés. Aujourd'hui, on verrait un écran d'ordinateur. Pensons à cet employé qui, depuis le Texas, dit de la trajectoire des bombes lâchées par un drone afin qu'il pulvérise un village en Afghanistan ou ailleurs. Puis il va se laver les mains. Il obéit strictement aux ordres. Est-il un monstre? Ce qu'il fait est monstrueux. Est-ce que c'est plus monstrueux que l'égorgement d'un ennemi? Je ne sais pas. Lequel qualifier de monstre? Il faudra attendre le vainqueur de la guerre comme à Nuremberg. Certains pensent que nous vivons une époque de transition, que la figure du monstrueux n'est pas encore fixée. C'est un visage dont on ignore encore s'il s'agit d'un monstre ou d'une merveille. De même que l'Angleterre a produit ces monstres au XIXe, les mutations sociales du XXe ont donné naissance à d'autres figures du monstrueux et du merveilleux. Il n'est que de lire les ouvrages actuels touchant au domaine du transhumanisme ou de la post-humanité et les problématiques de l'homme augmenté. La médecine est aujourd'hui en mesure de remplacer presque tous les organes, sauf le cerveau. Qu'est-ce qu'il reste à ce moment-là de l'individu si on a tout enlevé à part le cerveau? On pense alors à cette image du navire qu'employaient les argonautes pour aller chercher la cause en dehors. Le navire Argos. Chaque planche et chaque rame avait été, chaque fois qu'elle avait été usée, avait été remplacée. La question que posaient les philosophes est: est-ce que c'est toujours le même navire Argos? Question insoluble. Pour un bateau, la question demeure, sans ambiguïté. Mais concernant un homme modifié, une sorte de Robocop, le problème de l'identité se pose. On a entrevu la possibilité d'une évolution qui ferait du développement de la race des Homo sapiens un cul-de-sac de l'évolution. Elle se ferait doubler par les autres, considérés comme des monstres, et avec qui il faudrait cohabiter. Mais qu'en serait-il de la coexistence avec des robots intelligents? Kurzweil fixe la singularité, c'est-à-dire le moment où l'intelligence des robots validera et égalera celle des hommes, dans une vingtaine d'années, avec des conséquences sociales et sociétales que je vous laisse imaginer. Construire un monstre sans robot, est-ce que c'est encore possible? Les progrès de la robotique permettent de faire que les robots deviennent des assistants au sens propre. Dans une version positive, mais nous voyons cette coopération entre un policier qui enquête dans un environnement singulier avec un robot. Il s'agit d'un crime. Les deux policiers résolvent le problème, chacun y va de ses compétences. Vous reconnaissez les deux textes d'Asimov, Les cavernes d'acier et Sous les feux du soleil. Un monde hyper communicationnel par divers écrans, micro, implants, et qui caractérise l'homme augmenté. Mais chacun vit dans sa cellule, nourri à heure fixe par les outils de la domotique, sans être étouffé par la froideur des immeubles de verre où les oiseaux viennent s'assommer, par l'enfermement sur soi dans un monde de l'absence de la chaleur des corps. Il ne demeure que des êtres à deux dimensions. Un monde qui a remplacé le travail humain créatif par des fonctionnaires. Tout ce qui est industriel est aussi entre les mains des androïdes, des robots militaires et utilitaires aussi froids et même plus efficaces que Eichmann. Le XXIe siècle, nous y sommes, combine quelques traits empruntés ici et là pour construire des monstres capables d'exorciser le mal-être dans lequel il y a plus ou moins conscience de se trouver. Le passé pèse lourd, le présent s'évanouit et l'avenir n'est pas sûr d'être un futur. L'écart plus ou moins grand entre les normes, la transgression plus ou moins violente, l'insertion plus ou moins
réussi dans les fantasmes et les réalités d'une époque, voici quelques traces du gibier à l'imaginaire multiple que je vous abandonne. Alors vous auriez pu vous attendre à une conclusion, une belle conclusion, ou au moins à des interprétations subtiles sur la présence effective des monstres dans la société, sur le sens de la présence des monstres, qui font intervenir toutes sortes de sciences, du bioengineering, de la sociologie, de la psychanalyse, la psychologie, l'anthropologie, sans oublier la littérature et les médias, comme en témoigne d'ailleurs l'exceptionnelle variété des interventions que le programme vous propose. Il eût été présomptueux de ma part de privilégier telle ou telle approche, alors que les spécialistes présents vont présenter les résultats de leurs hypothèses de travail et les résultats de leurs recherches. Je vous remercie.